Le 4 juin 1960, 4 adolescents décidèrent de camper au lac Bodon, en Finlande. Bien que leur voyage ait commencé sans encombre, ils finiraient tous morts. Sauf un. Musique douce et mélancolique. Prends une collation et installe-toi confortablement. Car ce soir, à l'heure des histoires, bienvenue de nouveau, chers amis, à Noche Tardia avec Nexpo. Musique d'ambiance. Tu te réveilles d'un léger sommeil. Pendant un instant, tu penses qu'il fait déjà jour. Mais tu te rappelles ensuite qu'il fait encore nuit. En été, en Finlande, minuit est indiscernable de l'aube. Depuis l'endroit où tu es allongé dans ta tente, la nuit semble parfaitement paisible. Les grillons chantent doucement à l'extérieur. Non loin, les vagues tranquilles du lac frappent la rive avec un rythme régulier. C'est idyllique. Et pourtant, tu n'arrives pas à te défaire de la sensation que quelque chose ne va pas. Quelque chose d'imminent. Musique tendue. Bruit de pas dans les feuilles. Puis tu l'entends, le craquement du feuillage à l'extérieur de la tente. Cordes qui se rompent. Ensuite, un claquement sec. Le bruit d'une corde qui se brise. Quelqu'un est en train de couper les cordes qui maintiennent ta tente. Tu essaies de t'échapper, mais la tente s'est déjà effondrée sur toi, étouffant tes cris d'appel à l'aide. Musique tendue qui s'accélère. Musique tendue continue. La musique tendue s'estompe. 4 juin 1960. 2 motos traversent la campagne du sud de la Finlande, transportant 4 adolescents et leur matériel de camping. Sur l'une voyage Seppo Boiman et sa petite amie Anja Tuulikimaki. L'autre est conduite par Nils Gustafsson, avec sa petite amie Mela Björklund assise derrière lui. Le 16e anniversaire de Mela approche, et c'est donc l'excuse parfaite pour que les amis quittent la ville pour un week-end de camping. Bientôt, leur destination, le lac Bodon, se dévoile devant leurs yeux. Il mesure environ 3 km de long pour 1 de large, entouré de pins et de bouleaux, qui lui donne un sentiment d'isolement. Malgré sa relative proximité avec la ville d'Espoo, à une intersection près du lac, il s'arrête à un stand au bord de la route. La femme mûre qui tient le kiosque n'est pas très aimable avec eux. Elle semble se méfier du groupe, et lorsqu'ils lui demandent, elle leur suggère de camper loin. Confus, mais sans se décourager, le groupe achète des sodas et de la bière, puis se met en route pour chercher un endroit où camper, comme prévu. En s'éloignant, Mela jette un coup d'œil vers les shops. La femme les regarde partir. Mela se demande s'il est sûr de camper ici. Elle a déjà remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de tentes installées le long de la rive du lac. Il y a pas mal de randonneurs et de nageurs, et, de temps en temps, un bateau sur l'eau. Elle trouve étrange qu'il n'y ait pas plus de campeurs nocturnes en ce week-end. Alors qu'ils longent la rive à la recherche d'un endroit pour camper, Mela, Nils, Seppo et Anja croisent quelques visiteurs d'un jour, des gens venus pour marcher ou pêcher. Mais ils veillent à trouver un coin joli et isolé pour s'installer. Il ne leur faut pas longtemps avant de trouver l'endroit parfait. Un petit promontoire sur la rive sud. Ils sont juste au bord de l'eau, mais protégés de la vue publique par les arbres. Ils appuient leurs 2 motos contre les arbres proches et montent une petite tente, assez grande pour que tous puissent y tenir. Mela ne cesse de penser à la femme qui leur a vendu les boissons. Le regard qu'elle leur a lancé aux 4. Son avertissement énigmatique. Mela espère qu'ils n'auront pas d'ennui à rester ici. Comme c'est sa fête d'anniversaire, elle se sentirait terriblement mal si quelque chose arrivait. Mais son inquiétude commence à s'estomper à mesure que tout le monde s'installe au bord du lac. L'été a été particulièrement chaud, alors la brise fraîche au-dessus de l'eau est exactement ce dont ils avaient besoin. Les garçons ouvrent leur bière. Anja cesse de se plaindre de la manière dont son père a été embêtant avant de la laisser partir pour ce voyage. Et enfin, Mela se détend aussi. Grillon qui chante. La journée touche à sa fin, mais le soleil ne se couche pas. Ils sont peut-être dans le sud de la Finlande, mais encore assez près du cercle arctique pour que le soleil ne disparaisse jamais complètement en été. Il descend juste assez pour frôler l'horizon et y reste. Et lorsque la nuit tombe, le ciel s'assombrit en un crépuscule chaud, phénomène connu sous le nom de soleil de minuit. Dans l'ensemble, cela donne à tout un aspect à la fois magnifique et inquiétant. À 2 heures du matin, les 2 garçons sont ivres et Anja dort. Cela donne à Mela l'intimité nécessaire pour écrire rapidement dans son journal.
possible grâce à la lumière du soleil de minuit. Elle note que les garçons sont toujours réveillés, que Seppo est en train de pêcher. Elle n'écrit pas longtemps et range bientôt son journal pour essayer de dormir un peu. Cette entrée sera ses derniers mots. Musique tendue. 9 heures plus tard, le matin, sur la rive du lac Baudon, le soleil de minuit a brillé à nouveau, se transformant en une chaude journée d'été. Un homme du coin, Esko Johansson, arrive avec ses 2 fils. Ils contemplent l'impressionnante scène devant eux. Si aujourd'hui ressemble à hier, ce sera un temps parfait pour se baigner. Ils marchent rapidement vers la rive du lac, impatients de se plonger dans l'eau rafraîchissante. Cependant, en chemin, une vision inhabituelle les arrête. Au loin, cela ressemble à un tas d'ordures. Soudain, Esko se tend, mal à l'aise. Il retient ses 2 enfants pour qu'ils ne s'avancent pas davantage et leur dit de rester là où ils sont. Il va enquêter et s'assurer que tout va bien. En s'approchant, il voit que le tas d'ordures est en réalité une tente. Elle est effondrée sur elle-même et porte de larges taches sombres sur le tissu déchiré. Cela ressemble à du sang. À mesure qu'il avance, ses craintes se confirment. Musique tendue. Un garçon meurtri et mutilé gît sur la tente, et le corps d'une jeune fille est partiellement dissimulé par la toile déchirée. Immédiatement, Esko court vers le téléphone le plus proche et compose le 112, le numéro des urgences en Finlande. En moins d'1 heure, la police envahit la scène. Le corps qui attire d'abord l'attention d'Esko est celui de Nils. Il est pieds nus et couvert de sang. Son visage et son crâne présentent des signes de traumatisme violent causés par un objet contondant, et la tente sous lui est en lambeaux. L'autre corps, qui dépasse de la tente, est celui de Mela, et l'état de son corps est encore plus horrifiant. Elle a les os brisés et est couverte de profondes blessures à l'arme blanche. Elle a été dénudée de la taille vers le bas. À l'intérieur de la tente, la police découvre Seppo et Anja, avec des blessures similaires sur tout le corps, bien qu'aucune ne soit aussi extrême que celle de Mela. Chacun des adolescents a été poignardé et battu brutalement. Tous ont la mâchoire brisée et de graves fractures du crâne. En fouillant la tente, la police fait une découverte stupéfiante. Nils est toujours en vie. Le jeune homme de 18 ans bouge, gémissant de douleur. Le sang bouillonne dans sa bouche. Il ne peut rien faire d'autre que gémir. Sa mâchoire gravement fracturée l'empêche de parler, et il est immédiatement transporté en ambulance vers l'hôpital le plus proche. Pendant ce temps, des curieux commencent à se rassembler autour de la scène du crime, morbides et avides de savoir ce qui provoque tant d'agitation. À mesure que le nombre de curieux augmente, il devient clair que la police a négligé d'installer un périmètre. La scène du crime se transforme en un chaos complet, avec d'innombrables preuves médico-légales piétinées ou perdues. Bruit tendu et glaçant. Au milieu de ce désordre, ce que la police parvient à reconstituer est ceci. Il n'y a pas d'arme du crime évidente, bien que la tente ait été lacérée comme avec une sorte de lame. Il semble que l'assaillant ait attaqué depuis l'extérieur de la tente, et que les adolescents aient lutté pour s'échapper avant de succomber à leurs blessures. De tous, Nils est le seul à avoir réussi à sortir. La tente elle-même semble avoir été fouillée violemment, avec son contenu éparpillé dans la forêt. Certains objets clés manquent, notamment les portefeuilles et les montres des garçons, les chaussures que Nils portait, ainsi que les clés des motos. Cependant, malgré tout, les motos n'ont pas été volées, car elles sont toutes 2 encore garées près du campement. Mela a toujours son journal avec elle, mais il ne fournit aucun indice substantiel. Il semble qu'elle ait été trop occupée à se détendre au bord du lac pour noter si quelque chose sortait de l'ordinaire. La seule chose digne de mention est qu'elle était encore éveillée à 2 heures du matin et que les 2 garçons étaient ivres. Ce qui n'a rien de surprenant pour un couple d'adolescents en escapade le temps d'un week-end. La police retrouve également les chaussures appartenant à Nils, à environ 1 kilomètre du campement. Elles sont à moitié enterrées dans la végétation et couvertes de sang. Musique tendue et glaçante. Un couple d'observateurs d'oiseaux se présente à la police avec la description d'un possible suspect. Un homme grand, blond, à la mâchoire carrée. Ils affirment l'avoir vu près du campement aux premières heures du matin. Cela est corroboré par un garçon de 14 ans qui pêchait vers 6 heures et qui dit avoir vu, de loin, un homme blond debout à côté de la tente éventrée. Cependant, ni le pêcheur ni les observateurs d'oiseaux n'étaient assez proches pour voir les corps. Les habitants continuent de présenter leurs propres théories, leurs propres suspects, et bientôt la police est débordée. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est que Nils, l'unique survivant, les aide à donner un sens à toutes ces informations. Il se remet de ses blessures, incapable de parler à qui que ce soit,
Mais la police est convaincue qu'une fois qu'ils auront son récit de ce qui s'est passé cette nuit-là, l'histoire prendra forme. Mais il y a un seul problème. Alors qu'il est allongé dans son lit d'hôpital, Niels ne se souvient de rien. Musique tendue et glaçante. Plus tard, lorsque Niels est enfin capable, il fait une brève déclaration à la police. Il se souvient de peu ou pas du tout de la journée précédente. Son seul souvenir de l'attaque est celui d'une silhouette sombre aperçue à travers les trous de la tente. Tout autre détail crucial a été perdu à cause du traumatisme crânien qu'il a subi. La police, noyée sous les indices fournis par les habitants, veut voir si elle peut lui rafraîchir la mémoire. Après sa sortie de l'hôpital, ils lui rendent de nouveau visite, et avec son consentement, hypnotise Niels et lui pose à nouveau la question. Qui a tué tes amis? Que as-tu vu? Lors de son entretien, les résultats sont plus concrets. Niels décrit l'attaque, luttant pour se libérer de la tente pendant que l'intrus frappait de l'extérieur. Il raconte qu'il a réussi à sortir de la toile, seulement pour que l'homme mystérieux lui donne un coup de pied à la mâchoire, la brisant et le laissant inconscient. Ensuite, il l'a laissé pour mort. Niels décrit l'assaillant comme un homme âgé de 20 à 30 ans, mesurant environ 1,73 mètres, avec des cheveux blonds peignés en arrière et un menton proéminent. C'est une nouvelle prometteuse. Sa description semble correspondre à la silhouette que plusieurs témoins avaient placée près de la scène. La police hypnotise également le garçon de 14 ans qui a dit avoir vu l'homme blond et lui demande à nouveau une description. Il dit la même chose, un homme blond à la mâchoire carrée. Grâce aux descriptions données par Niels et par le témoin, la police a pu établir un portrait robot approximatif de l'homme qu'elle recherchait. Les 3 adolescents décédés furent enterrés la semaine suivante. L'événement fut photographié par la presse, et lorsque ces photos furent développées par la suite, elles révélèrent quelque chose que personne n'avait remarqué à ce moment-là. Parmi la foule de personnes en deuil, il y avait un homme non identifié, un blond à la mâchoire marquée. La première véritable piste concernant l'auteur 20 du personnel de l'hôpital chirurgical d'Helsinki, situé à environ 25 km au sud-est du lac Bodon. Le 6 juin, le lundi suivant les meurtres, un homme blond et agité est conduit dans la salle. Il a demandé une assistance urgente. Bien que les médecins n'aient rien remarqué de physiquement anormal chez lui. Sa chemise est tachée de rouge. Ce qu'il affirme être de la peinture. Cet homme, il s'avère, était déjà connu de la police finlandaise. C'est un expatrié allemand de 36 ans, nommé Hans Assmann. Son passé est enveloppé de mystère, en raison de son habitude de mentir et d'exagérer sur sa vie. Parmi les affirmations non vérifiées, qu'Hans a faites à son sujet, il y a celle d'avoir été gardien nazi à Auschwitz, d'avoir été réaffecté après être tombé amoureux d'une femme juive, et d'avoir été recruté par le KGB après la guerre. Malgré un passé suspect, Hans a un alibi solide. Il affirme qu'il était avec une petite amie à Helsinki à ce moment-là, et elle ainsi que sa famille ont confirmé cette histoire. Il aurait été presque impossible pour lui de conduire jusqu'au lac Bodon, de commettre un crime atroce et de revenir à Helsinki sans qu'il ne s'en rende compte. Les autorités l'écartent comme suspect, convaincus qu'il n'est pas l'homme qu'elle recherche, et ses vêtements tachés de rouge ne sont jamais analysés. À ce moment-là, un autre suspect attire leur attention. C'est un homme du coin nommé Carl Gillström. Âgé de 50 ans, Carl est propriétaire du kiosque routier que les 4 adolescents avaient visité avant de se rendre au lac. Bien que les opérations quotidiennes soient souvent assurées par sa femme et leur fille de 12 ans, sa femme eut un contact direct avec les victimes la veille du meurtre, lorsqu'elle leur vendit des sodas et de la bière. Carl est la raison pour laquelle il y avait si peu de campeurs de ce côté du lac. On sait qu'il est un alcoolique colérique qui traite la rive du lac Bodon comme si c'était son propre jardin. Il a eu de nombreuses altercations avec des campeurs et des visiteurs occasionnels au fil des ans. Et on sait qu'il a lancé des pierres sur des gens, coupé les cordes de tente, et même tiré des coups de semonce avec son fusil de chasse. Il ne ressemble en rien à l'homme blond du portrait robot. Mais, par ailleurs, il correspond parfaitement au profil de quelqu'un qui pourrait avoir une explosion de violence contre des adolescents bruyants.
De plus, il vit à seulement 800 mètres de la scène du crime. Cependant, lui aussi a un alibi. L'épouse de Karl affirme qu'il était avec elle. Et leurs 2 enfants. Toute la nuit où les meurtres ont eu lieu. Et la fille de 12 ans de Karl corrobore ce récit. Aucune nouvelle piste n'émerge et l'affaire commence à se refroidir. Sans audio. Bruit statique de radio. Musique douce. La musique douce continue. La musique douce continue. Août 1969, 9 ans après. Les meurtres du lac Baudon. Karl Gillström est encore ivre, comme d'habitude. Il a transformé sa maison en enfer pour sa femme et ses 2 enfants. À la fin de sa plus récente beuverie, sa fille, désormais âgée de 21 ans, n'en peut plus. Ils ont une violente dispute, au cours de laquelle elle menace d'appeler la police. Karl quitte la maison pour se calmer et rencontre un voisin, prêt à lui prêter une oreille attentive. Les 2 hommes passent l'après-midi ensemble, et leur conversation devient sérieuse. Extrêmement sérieuse. Karl avoue qu'une chose le ronge en silence depuis des années. Que lui, Karl Gillström, est responsable des meurtres du lac Baudon. En larmes, Karl demande ce qu'il devrait faire. Le voisin, alarmé par cette confession, lui répond qu'il n'y a rien que Karl puisse faire. Qu'il pourrait tout aussi bien aller directement au lac, car il n'a aucun avenir en dehors de la prison. S'il avoue à la police, Karl reste silencieux pendant longtemps, puis finit par demander un autre verre. Cet après-midi-là, quelqu'un dit au fils de Karl que son père a été vu nageant dans le lac, peu avant 18 h. Alarmé, le fils de Karl emprunte une barque et se dirige rapidement vers l'endroit où son père nageait, mais il ne parvient à le trouver nulle part dans l'eau. La famille appelle alors les autorités locales. Peu après, le corps de Karl est retrouvé à 3 mètres de l'endroit où les meurtres avaient eu lieu. Il est habillé, avec 2 bouteilles de vin flottant à ses côtés. Au début, l'épouse de Karl se précipite pour défendre son défunt mari, insistant sur le fait que le voisin avait du mal à comprendre ce que Karl disait. Mais avec le temps, elle change de version. Après des années à affirmer que Karl avait passé la nuit des meurtres avec elle, elle admet finalement que Karl avait dormi sur le canapé cette nuit-là. Elle avait eu trop peur de son mari pour chercher à le protéger. La presse qualifia la mort de Karl de suicide, mais la police ne le confirma jamais. De leur côté, ils ne sont pas convaincus que Karl soit le meurtrier. La confession n'a été entendue que par une seule personne et dans des circonstances peu fiables. Les 2 hommes étaient ivres et il n'y avait encore aucun motif probable. Bien que Karl ait été un ivrogne qui détestait les campeurs avec passion, il y a une grande différence entre importuner des gens et les tuer violemment. Pour la 2e fois en 10 ans, la possibilité que Karl Gillström soit un meurtrier fut écartée. Pendant ce temps, l'autre suspect du lac Baudon, longtemps mis de côté, Hans Assmann, cultivait activement une réputation de croque-mitaine du lac Baudon. Il racontait avec enthousiasme aux magazines de faits divers des histoires fantaisistes et impossibles à vérifier sur sa vie. Il affirmait, entre autres, avoir été membre des SS allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, puis avoir travaillé pour le KGB. Bien qu'il n'ait jamais rien admis concernant l'affaire du lac Baudon, il était clair qu'il aimait attirer l'attention du public. Finalement, en 1997, à l'âge de 73 ans, il invite un journaliste à son lit de mort. Dans une interview décousue, il allègue sa propre implication dans une série de crimes non précisés. Le journaliste suppose que Hans fait référence à un autre double meurtre non résolu dans la région, survenu en 1959, soit seulement 1 an avant celui du lac Baudon. Contusion que Niels avait subie à la mâchoire et au crâne. Seppo retourna ensuite à la tente, laissant derrière lui Niels vaincu. Quelque temps après 4 h du matin, lorsqu'il fut sûr que les autres dormaient, Niels revint à la tente, avec un couteau et une pierre. Il poignarda et frappa brutalement ses amis jusqu'à les tuer, puis fit en sorte que cela ressemble à un vol. Il prit les clés des motos, la veste en cuir de Seppo, leur portefeuille et leur montre, et s'en débarrassa quelque part à proximité, probablement dans le lac. Cela explique pourquoi les clés des motos manquaient, mais le meurtrier n'utilisa aucun des véhicules pour fuir rapidement. Une fois la scène préparée, Niels se débarrassa de ses chaussures et retourna sur les lieux du crime, où il s'allongea à côté de sa petite amie morte
et attendit que les corps soient découverts. Musique menaçante. Les blessures que Niels avait reçues plus tôt dans la soirée des mains de Seppo aidèrent à faire croire que le meurtrier l'avait attaqué aussi. L'accusation repose sur 2 preuves clés. Les chaussures qui auraient probablement été portées par le meurtrier et la coupure de la tente qui avait été mise en lambeaux. Niels, qui fut retrouvé allongé sur la tente, n'avait reçu que des blessures à la tête. Le procureur affirme qu'il aurait aussi été gravement coupé s'il avait été à l'intérieur avec eux. Les preuves sont circonstancielles. L'état des corps implique des éléments concernant le meurtrier que le parquet affirme ne pouvoir s'expliquer que par sa version des faits. Parmi les 3 corps, celui de Mela fut laissé dans le pire état. Elle fut poignardée à de nombreuses reprises, même après sa mort, et sa partie inférieure fut dépouillée de ses vêtements. Cela, selon l'accusation, démontre que Niels était particulièrement furieux contre sa petite amie. Un voleur au hasard n'aurait pas attaqué avec autant de brutalité l'une des 2 filles. Musique menaçante. L'avocate de Niels n'explique pas le sang sur les chaussures ni l'état terrible du corps de Mela, mais elle oppose une réfutation cinglante à l'accusation selon laquelle son client serait une sorte de maître dans la mise en scène d'un crime. Si l'on croit la version de l'accusation, cela signifierait que Niels a commis un crime passionnel, aveuglé par la colère, puis a minutieusement arrangé la scène pour dissimuler ses actes horribles. Elle suggère que quelqu'un qui vient de tuer 3 personnes sur un coup de violence impulsive ne s'allonge pas pour feindre l'inconscience à côté de ses victimes. De plus, il y a un élément que l'accusation a complètement négligé: la gravité des blessures que Niels a reçues. Cette même nuit, lorsqu'il a été appréhendé par la police, Niels avait la mâchoire fracturée et des fractures au crâne. Il ne pouvait pas parler en raison de ses graves blessures à la tête. Les photos de lui à l'hôpital après l'attaque le montrent avec toute la mâchoire bandée et immobilisée, et un de ses yeux complètement gonflé. La version du parquet affirme que ces blessures provenaient d'une bagarre avec Seppo à un moment après 2 heures du matin, alors que Mela écrivait dans son journal et qu'Anja dormait probablement déjà. Cela signifie que Seppo avait blessé son ami au point que Niels ne pouvait même pas parler le lendemain matin. Un jeune homme avec de si graves blessures à la tête aurait-il pu maîtriser 3 personnes, même par surprise? Aurait-il pu marcher presque 1 kilomètre loin du camp pour se débarrasser de ses chaussures compromettantes avant de revenir et de feindre l'inconscience? Les traumatismes crâniens sont imprévisibles. Ils peuvent nuire à la clarté de la pensée, à la mémoire, aux fonctions motrices. La version de Niels Gustafsson présentée par le parquet est celle de quelqu'un grièvement blessé, et en même temps, doté d'un contrôle surnaturel dans sa vengeance. Cette image de Niels, soutient son avocat, ne correspond pas aux faits. De plus, il y a toujours le fait que les cheveux de l'adolescent Niels étaient nettement plus châtains que blonds. Niels, pour sa part, affirme que ses souvenirs de la nuit en question sont flous en raison de ses blessures à la tête. Musique douce. Finalement, le jury déclare Niels non coupable. Il est libéré et autorisé à reprendre sa vie tranquille avec sa famille. Mais, malgré tout, il n'en a pas fini avec la vie sous les projecteurs. L'année écoulée a été une épuisante rejudiciarisation de l'événement le plus traumatisant de sa vie. C'est pourquoi Niels poursuit le gouvernement finlandais pour emprisonnement injustifié. L'affaire est réglée et Niels repart avec un paiement d'environ 45 000 €. La vie de Niels finit par revenir à la normale et son innocence ne sera plus jamais remise en question. Alors, qui est responsable des meurtres du lac Bodon? Était-ce Hans Assmann, l'affabulateur peu fiable avide d'attention, qui adorait insinuer qu'il en savait plus qu'il ne le disait, allant jusqu'à faire de nombreuses déclarations suspectes sur son lit de mort? Était-ce Carl Gillström, qui se montrait souvent violent envers les campeurs du lac qu'il considérait comme sa propriété? Était-ce Niels Gustafsson qui commit un crime passionnel jamais prouvé au tribunal? Ou bien une personne inconnue qui a depuis longtemps disparu quelque part en Finlande? Fait curieux, un autre suspect a émergé à la fin des années 1960, quelques mois avant que Carl ne se donne la mort, un homme nommé Pentti Swaninnan, qui s'est pendu en prison. Pendant de nombreuses années, il s'était vanté auprès d'autres détenus d'avoir commis les meurtres du lac Bodon. En effet,
Il avait grandi près du lac Baudon, mais en dehors de cela, la police accorda peu de crédibilité à ses déclarations. Soigninan n'avait que 14 ou 15 ans au moment des meurtres, et il semble peu probable qu'il ait pu maîtriser 4 personnes, dont 2 hommes de 18 ans. Bien que coupable de nombreux autres crimes, Soigninan est considéré comme innocent des meurtres du lac Baudon. Cependant, sa prétendue confession soulève une possibilité glaçante. Peut-être que le nom du tueur n'a jamais été connu de la police. L'homme grand et blond qui se trouvait soi-disant sur la rive ce matin-là, et qui, dit-on, a été photographié parmi la foule lors des funérailles en 1960, n'a jamais été identifié. Même s'il ne s'agissait que d'un spectateur paraissant suspect aux yeux des passants, le véritable meurtrier pourrait tout aussi bien être resté anonyme, un visage sans nom parmi la foule qui a contribué à piétiner les preuves après le crime. Et n'oublions pas que l'arme du crime, à ce jour, n'a jamais été retrouvée. Où qu'elle soit, que ce soit au fond du lac Baudon, enterrée sur ses rives ou ailleurs, même le soleil de minuit ne pourrait l'atteindre. Un grand merci à tous d'avoir écouté une nouvelle adaptation vidéo de mon podcast Late Night with Nexpo. En ce moment, de nombreux mystères exclusifs sont disponibles pour que vous puissiez les écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast. Alors, après cette vidéo, s'il vous plaît, allez-y et abonnez-vous. Tout soutien, qu'il soit grand ou petit, compte énormément pour moi. Merci encore à tous de m'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine. Je vous aime tous, et bonne nuit.